Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique, votre émission. Aujourd'hui, nous abordons une thématique importante parce que cette thématique, ce problème concerne et les peuples et les dirigeants. Pour le peuple, c'est vraiment un cauchemar et pour les dirigeants, c'est une préoccupation. Chacun de nous, quand il s'élève le matin, quand il ouvre ses yeux sur le monde, il voudrait que le monde dans lequel il se réveille corresponde à peu près aux attentes qu'il s'est faites. Donc nous projetons notre intelligence sur le monde à venir et nous voulons que le monde qui s'est construit corresponde au monde que nous avons pensé. Vous avez donc ainsi compris, nous parlons de ce qu'on appelle l'intelligence stratégique. Cette capacité que nous avons de projeter notre vision sur l'avenir et de travailler pour que demain, qui arrive selon nos bons sens. L'intelligence stratégique donc vise à anticiper les évolutions de l'environnement, ça aide à identifier les opportunités et les menaces, ça permet de comprendre les enjeux et les tendances parfois du marché, ça permet de renforcer la compétitivité et surtout la pérennité d'un pays ou d'une organisation. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde qui a été construit. Mais est-ce qu'il a été construit par notre propre intelligence? La question est à poser et il vaut son pesant d'or. Ce soir, j'ai donc le plaisir de recevoir quelqu'un avec qui nous allons cogiter. C'est quelqu'un à qui je vais demander un travail difficile, parce que ce sera un travail en même temps de parler de lui-même, mais de parler aussi de nous-mêmes, de parler du pays. J'ai le plaisir de recevoir un avocat, mais il n'est pas ici pour plaider une cause, mais il est ici pour plaider la cause nationale. C'est Maître Richard Kititi que je salue. Bonsoir, Maître Richard Kititi. Bonsoir, bonsoir, cher Willy. Merci, Maître, d'accepter cette invitation. Vous êtes quelqu'un d'assez, vraiment, en tout cas, très occupé. Vous n'avez pas souvent le temps. J'ai dû batailler fort pour que vous ayez le temps de venir un peu à mon micro. Et c'est donc tout mon plaisir et toute ma reconnaissance pour votre disponibilité. Alors, Maître Richard Kititi, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous êtes un avocat, vous avez terminé vos études il y a une trentaine d'années à Kinshasa, à l'INIKI, où vous avez fait le droit, et les circonstances de la vie ont fait que vous avez été à l'extérieur du pays, vous étiez en Norvège, un pays nordique. Là, en Norvège, vous avez eu le temps de faire un diplôme en sociologie du travail à l'université Trondheim, donc là-bas, donc la sociologie du travail. Et vous avez ainsi accepté d'entrer dans le monde du travail et de continuer à fonctionner. Voilà quelques années que vous êtes revenu dans ce pays, parce que vous y étiez déjà il y a quelques années. Aujourd'hui, vous êtes décidé d'une certaine manière d'apporter le maximum de votre disponibilité parce que vous pensez que vous êtes redevable à ce pays, vous lui devez quelque chose, l'État est venu pour vous un peu de rembourser tous les biens que le pays a fait pour vous. Cette conscience, je l'accepte et je vous remercie pour cela. Maître, j'ai accepté de parler avec vous sur l'intelligence stratégique parce que je vous connais quand même, à titre personnel. Il y a une trentaine d'années, nous étions tous des étudiants. Alors la question clé est celle-ci. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, avons-nous un seul instant en tant qu'étudiants à l'INIKI ou ailleurs pensé, nous l'avons pensé. Est-ce que ce que nous vivons aujourd'hui, peut-on dire que c'est le produit de notre pensée? Ah ben c'est toute la difficulté. Parce que lorsque nous nous projetions, si je vous prends directement au mot, lorsque nous étions étudiants, nous sentions que le monde dans lequel nous vivions n'était pas celui dans lequel nous devions vivre. Mais dans quel monde nous désirions vivre, ça c'était quand même à construire. Mais avions-nous développé à l'époque une intelligence qui puisse nous projeter dans ce monde-là? Et encore, il fallait avoir la capacité de peser sur les événements afin de nous projeter dans ce monde-là. Là, je peux douter déjà de ce fait-là. Je pense que nous nous sommes laissés aller, et tout comme notre pays,
dans un cheminement un peu au jour le jour, et un peu comme notre nature qui est faite des cueillettes. On ramasse aujourd'hui une banane, demain une orange, on mange et on avance. Ce que vous dites là est effectivement grave pour que l'on insiste. Ça veut dire que nous ne sommes pas le produit de notre propre intelligence. Nous sommes le produit des événements. Malheureusement, le constat est réel. Nous subissons les événements et nous essayons de nous adapter à ces événements. C'est d'ailleurs pour ça que le peuple pleure, par exemple, en disant « Non, nous voulons que les choses changent ». Les dirigeants aussi se plaignent des conditions en disant qu'on nous a imposé la guerre, on nous impose la pauvreté, on nous impose des contrats léonins, on nous impose beaucoup de choses. Au niveau des dirigeants, nous pouvons comprendre. Ils disent que beaucoup de choses, s'ils pouvaient changer aussi, ils changeraient. Alors, un pays comme le nôtre, et nous sommes déjà au cœur de la difficulté, un pays comme le nôtre, où les peuples pensent subir son sort, où les dirigeants pensent que des forces supérieures à leur volonté imposent à leur peuple un sort qu'ils ne méritent pas, un pays comme ça, où est-ce qu'il va aller? Comment peut-on envisager encore l'avenir? Non, mais il n'y a pas 4 façons d'envisager l'avenir. Il faut revenir aux fondamentaux. Parce que nous ne devons pas continuer à agir comme si l'action précède la réflexion. Il faut absolument penser notre monde. Quand je vois ce qui se passe ici dans notre pays, presque 90% des Congolais sont croyants. Mais dans tous les livres saints, il est dit que Dieu a pensé un monde et puis après il l'a fait. Mais vous ne pouvez pas comme ça là tomber dans un monde et croire dominer ou avancer sans un plan, sans essayer de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et nous sommes en fait victimes de cette affaire-là. Les événements sont en train de peser sur nous au lieu que nous prenions les devants, les dessus sur ces événements. C'est ça notre malheur. Quand nous étions jeunes et que nous étions en train soit d'entrer à l'université ou de finir pour certains, il s'est imposé à notre pays la conférence nationale souveraine. Et nous étions à l'université de Kinshasa à l'époque, des discussions très longues entre étudiants. Bon, cet événement, était-il pensé ou s'était-il imposé à nous? Je parle du pays vraiment. Oui, s'il faut voir, à l'époque, on parlait de la perestroïka, glasnost, et il fallait... Nous sommes adaptés. Voilà. Donc, il fallait s'adapter. Alors, à l'époque, le maréchal Mobutu avait fait faire, ce qu'il a appelé, on a essayé de consultations populaires, et à l'issue de ces consultations, s'est imposé la nécessité d'ouvrir en fait l'espace politique. Et c'est ce qu'il a fait. Finalement, on en est arrivé à la conférence nationale souveraine. Donc, ce n'est pas nous qui avions pensé cela, mais une fois de plus, les événements se sont imposés à nous. Nous, évidemment, la conférence nationale va se faire, elle va durer 2 ans, et que ça a commencé au Bénin, parce que c'est là où ça a commencé. Donc, nous avons reconstruit notre monde sur un effet de la mode. Est-ce que ça a eu des conséquences quand nous regardons maintenant de manière rétrospective? Le fait que ça n'a pas été un produit pensé, pris par nous, le fait que nous en avons consommé, l'invention de cette méthode-là de l'extérieur vers l'intérieur, même si ça venait d'Afrique, est-ce que ça a eu des conséquences sur la suite? Voilà pourquoi j'aime bien votre thématique comme vous l'aviez définie ici. Il faut en fait développer une intelligence, parce que ce n'est pas toujours nécessaire d'être à l'origine d'une action. Un événement peut arriver, mais l'important, c'est d'avoir l'intelligence d'analyser cet événement et de développer une intelligence susceptible d'en maîtriser les développements et de tirer son épingle du jeu. C'est ce que nous n'avons jamais réussi à faire. Et pourtant, si on va parler de la conférence nationale souveraine, elle a abouti à des résolutions qui n'ont pas été respectées. On a quand même connu un Premier ministre qui n'a même pas fait malheureusement 1 année à son poste.
cela, non? Bon, effectivement, la conférence nationale, pour y avoir participé personnellement, bon, il y a à boire et à manger. On peut pérorer autour aussi longtemps qu'on veut, mais il y a eu beaucoup de résolutions. Il y en a encore qui, je pense, sont d'actualité. Si on peut dépoussiérer, il y a beaucoup de bonnes décisions, mais qui sont restées lettres mortes. Parce qu'on n'a pas su développer l'intelligence nécessaire pour que ce qui sortirait de cette conférence puisse impacter de façon positive sur le développement de notre pays. Alors, vous êtes très jeune, hein, bon, relativement jeune, vous avez quand même participé en tant que tel, et puis vous êtes parti vers 97, vous êtes parti à l'extérieur, quand la FDL arrive ici, vous faites un long exil quand même. On vous retrouve, vous revenez ici encore quand il y a les dialogues entre Congolais de Sun City. Un autre événement qui, d'une manière ou d'une autre, nous est offert sur un plateau comme solution aux contradictions internes. Vous y participez, n'est-ce pas? Oui, en effet, s'il faut suivre tous ces cheminements, je suis parti sans partir. Parce que depuis que nous étions étudiants, tu le sais, oui. Nous avons toujours eu au centre de nos préoccupations le devenir de ce pays. Alors, n'importe où j'ai été, on a toujours pensé au pays. Le dialogue intercongolais, c'est encore un événement qui est arrivé. Il y avait la nécessité face au chaos qui se dessinait. Et finalement, on s'est retrouvés en Afrique du Sud, je me rappelle, à l'époque, et avec les ordres du jour presque déjà arrangés, et ça produit ce que ça produit. Oui, ça produit le phénomène 1+4. Bon, ça produit ce que ça produit, et puis on a lancé la transition, on a commencé cette transition, et qui a abouti là où nous en sommes aujourd'hui. Hein? Au cycle des élections. Oh oui. Alors, la question maintenant, au niveau du débat que nous avons avec vous, est celle-ci. Un pays ne peut pas toujours choisir les conditions de son existence. Ça peut nous être imposé. Ça peut être dans les relations internationales, par l'effet des phénomènes, ça peut être une catastrophe naturelle ou une catastrophe politique, ça peut être un courant qui prend le monde en entier. Alors, comment peut fonctionner l'intelligence stratégique face aux événements que l'on n'a pas choisis? Comment profiter des événements non prévus par nous-mêmes? Ça peut nous arriver. Nous sommes allés au dialogue entre Congolais sur base des conseils de la pression internationale, qui ne voulait pas que le pays soit balkanisé. Comment un pays, alors, peut profiter de cela pour pouvoir reprendre le destin en main? Oui, exactement. Parce que le problème ici, c'est que nous devons absolument mettre l'intelligence, la réflexion en avant. Nous ne pouvons pas décider de façon légère. Partout au monde, c'est l'intelligence qui vient en avant. On essaye d'examiner ce qui se passe. Ce sont les grandes intelligences qui se retrouvent, qui pensent leur situation et qui proposent des pistes d'action. Mais il me semble que chez nous, souvent c'est soit les coups de cœur, c'est par sentiment, et quelle que soit la faiblesse qui peut être la nôtre. Mais si nous décidons de changer les choses, de recourir à l'intelligence, de penser avant d'agir, avant de décider, je crois que nous pourrons impacter sur le devenir de notre pays. Donc, pour dire les choses de façon si simple, il s'agit en fait de développer une capacité à analyser la situation qui est la nôtre aujourd'hui et puis de saisir les opportunités qui se présentent. Parce que il s'agit en fait de se mettre dans une action. Et cette action-là doit être guidée par quelle est la situation réelle d'aujourd'hui et quelles sont les opportunités que nous avons.
pouvons-nous, parce que ce n'est pas nous qui avons l'agenda politique ou l'agenda du monde, mais comment saisir les opportunités de l'heure pour que notre pays aille de l'avant. Nous avons raté plusieurs passages, hein? Et on n'a pas pu saisir plusieurs opportunités. On a vu ce qui s'est passé en 90, il y a certains pays qui ont tiré les épingles du jeu. Mais nous, ça continue comme d'habitude. Et avec tout ce que nous avons comme ressources naturelles aujourd'hui, que la planète entière nous envie, mais ce sont des opportunités. Comment pouvons-nous utiliser, par exemple, nos ressources naturelles, nos mines, tout ce qui est, afin de faire du pays ce que nous rêvons de faire de ce pays? Ça, c'est un exemple. Le pays a quand même beaucoup d'intellectuels. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas des gens comme vous. Vous êtes aujourd'hui à millions. On peut pas tout dire, mais les minimums que l'on puisse comprendre, c'est que le Congo est pourvu de cadres. Alors comment se fait-il que l'ensemble de l'élite aujourd'hui ne parvient pas à s'accrocher à ce qui est si évident? Vous venez de le dire, donc nous avons des opportunités. Comment on ne parvient pas à s'accrocher? Qu'est-ce qui fait que dans le Congolais, en tout cas dans l'élite congolaise, il y a une difficulté de profiter des opportunités historiques et de faire sortir les pays de ce marasme? Qu'est-ce qui est à l'origine? Bon, dans l'élite, hein, je ne parle dans l'élite. Vous savez, c'est vraiment une question, s'il faut l'analyser, qui devra nous prendre le temps qu'il faut. Mais en un mot, je dirais, il y a beaucoup de ratés dans ce que nous avons fait, dans ce qui s'est fait dans notre pays jusqu'à aujourd'hui. Cette soi-disant élite dont on parle, est-ce cette élite qui est en place, qui décide réellement sur ce qu'il faut faire? Parce que jusque-là, on a connu, si nous devons remonter depuis l'indépendance, et on a vu avec, par exemple, les abbés Maloula qui réfléchissaient un peu, qui ont lancé tous ces mouvements de conscience et tout. Il y avait une réflexion à la base. Mais cette réflexion, qu'est-elle devenue? Est-ce elle qui a présidé à la destinée de notre pays? Non. Les événements se sont déroulés autrement. Donc, cette élite-là, qui n'arrive pas à imposer la bonne direction dans notre pays, doit nous amener à réfléchir autrement, à développer une autre intelligence stratégique. Ça veut dire que nous devons mettre l'intelligence au service de la stratégie. C'est-à-dire, nous analysons et nous voyons les opportunités. Essayer de faire saisir ces opportunités pour que le pays aille de l'avant. Pour qu'on ne dise pas que nous parlons peut-être en vain, comme un langage trop scientifique et trop ésotérique, je voudrais qu'on descende un tout petit peu. Je sais que ce n'est pas votre vœu, mais le Congo aujourd'hui a un problème. Nous sommes agressés par le Rwanda à l'est du pays, il y a la guerre. C'est une situation. Comment s'organise l'intelligence stratégique pour offrir au pays un levier de sortie des crises? Oui, je pense que nous devons d'abord prendre le monde tel qu'il est et non pour ce que nous voulons qu'il soit. Tout commence par là. Et dans une telle analyse, personnellement, j'ai toujours regardé un peu les rapports de force. C'est un peu ça qui guide les choses. Parce que si nous continuons à vouloir regarder le monde comme nous voulons qu'il soit, eh bien nous passons à côté de la plaque. C'est vrai, notre pays est en état de faiblesse aujourd'hui. Il est agressé, vous venez de le dire, et nous subissons ce que nous subissons. Mais d'autres avant nous ont subi ça. On subit même pire que ça. Mais
au sein de l'élite de leur pays, s'est développée une intelligence qui a travaillé réellement et qui a fait changer les cours des choses. Aujourd'hui, ces pays essayent de se retrouver dans ce qu'ils projettent. C'est pour ça, moi, j'ai toujours dit une chose, il n'y a pas de fatalité. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. En 2060, le Congo aura 100 ans. Si nous pensons à un autre Congo que celui que nous vivons aujourd'hui, ben c'est aujourd'hui que nous devons travailler. Nous devons commencer à travailler aujourd'hui dans certains secteurs pour que, à terme, le Congo puisse prendre une autre trajectoire. Quand vous dites nous devons travailler, vous qui êtes sociologue du travail, vous faites allusion à quoi? Quand vous parlez nous devons travailler, vous parlez de quoi? Ça, c'est un nous comme nous, les Congolais, oui. Mais il y a une grande responsabilité de l'élite congolaise. L'élite congolaise a la responsabilité de tracer un chemin, et de tracer un chemin nouveau. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un peu comme une démission de cette élite. Aujourd'hui, dans plusieurs secteurs, ceux qui occupent les devants de la scène ne sont pas toujours ceux qui auraient dû être à cette place, montrer le chemin. Et on voit aujourd'hui, prenons dans n'importe quel secteur, vous prenez dans les chefs coutumiers aujourd'hui, vous allez voir qui sont au devant de la scène, qui sont nos chefs coutumiers aujourd'hui. Donc, vous allez voir, il y a un grand trouble aussi dans ce secteur-là. Dans tous les domaines, je pense que nous devons essayer de revenir à une réflexion et de nous projeter. Et ça, vraiment, je pense que c'est sans cet exercice, ça sera vraiment difficile pour nous. Alors, je reste encore sur la question, mais je la pose autrement. Ouais. Vous avez quand même été dans un pays nordique comme Norvège. L'expérience de ce pays, parce que ce pays avance beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font, eux, pour pouvoir gérer cette intelligence stratégique? Qu'est-ce qu'ils font? Comment vous avez observé cette société-là? Comment il a évolué au point d'atteindre ces niveaux de développement qu'il a aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez pu constater là? D'abord, il y a l'amour du pays. Ces gens-là, vous avez cité un pays comme la Norvège. C'est un pays, il y a 50 ans. Vous rencontrez aujourd'hui, il y a des vieilles personnes qui vous disent, mais nous avions à peine à manger. On dormait avec juste une soupe le soir. En Norvège, là. Je vous le dis. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils se sont trouvés, ils ont été projetés dans un monde où chaque citoyen de ce pays peut vivre aisément. Mais ça ne s'est pas fait par un coup de bâton magique. Ce sont des gens qui ont aimé leur pays. Ils ont eu la chance aussi de ramasser un peu les pétroles, entre guillemets, comme nous ramassons les minéraux ici. Mais seulement, ce qu'ils ont fait chez eux, ils l'ont fait au profit de la population, de l'État de Norvège. Donc ce n'est pas les gens qui se sont mis plein les poches. Ils ont créé un fonds souverain, tout ce qui viendra, ça sera pour nous, pour tout le monde et tout. Et ils ont développé ce qu'ils ont fait. Donc je pense qu'il y a l'amour de ce pays que nous devons mettre à. On doit vraiment suffisamment aimer le pays pour travailler dans le sens d'aller de l'avant. Et j'ai remarqué aussi, dans ces pays, il y a très peu de conflits sociaux. Ce n'est pas un hasard. C'est vrai, si je regarde avec un regard de juriste, je vois la loi, je vois tout cela, mais avec un regard de sociologue, je vois la société, pourquoi il y a si peu de conflits, c'est parce qu'il y a un dialogue permanent au niveau le plus bas possible. Donc, les quelques conflits qui montent au niveau ont déjà été discutés. Ce qui fait que quand il y a, supposons, il faut une augmentation,
les discussions prennent à peine quelques temps. Pourquoi ça a commencé à la base? Les gens ont discuté, les patronats ont discuté, à un niveau de chaque entreprise. Et la décision a été, finalement, quand ça arrive au niveau de l'Assemblée nationale, là-bas, il n'y a même plus de discussions. On s'est mis d'accord, ça sera... Voilà. Et il y a très peu de conflits. Pourquoi? Parce que il y a un dialogue permanent et au niveau les plus bas. Donc, si je comprends bien, quand il y a un problème dans la société, essayez d'abord de le résoudre au niveau les plus bas. Mettez les dialogues là-bas. Parce que ici, ce que nous constatons, c'est que toutes les revendications se discutent pour la première fois dans les lieux de décision. Ça va directement au Parlement. Tout le monde, il y a un conflit peut-être de travail avec les enseignants. Le lendemain, tout le monde est devant la primature. Donc, il y a un problème avec les médecins. Tout le monde est devant le bureau du président le lendemain. Donc, il n'y a pas de canaux intermédiaires où on peut résorber progressivement ces contradictions. C'est ce que j'ai compris, c'est ce que vous venez de dire. Et c'est là où il faut interroger même la forme de gouvernance de notre État. Est-ce vraiment la forme idéale? Parce que au-delà de ces conflits dont tu parles, je crois qu'on peut se tutoyer, nous nous connaissons depuis si longtemps. Au niveau de ce conflit-là, il y a aussi autre chose. Vous pouvez être au fin fond de la République, vous apprenez que non, cet espace a été vendu. Il y a quelqu'un qui est à Kinshasa et qui a tout acheté et vous, on doit vous chasser. Donc, pourquoi? Parce que ça n'a pas été discuté au niveau de la base. Mais si vous renvoyez ça dans un pays comme cela, au niveau de la capitale, on vous enverra. Allez d'abord discuter avec les paysans là-bas. Allez discuter avec vous trouvez un compromis. Ah, cet aéroport fait beaucoup trop de bruit. Les riverains vont discuter. Bon, si vous nous bétonnez, si vous nous doublez les fenêtres, nous pouvons tolérer encore un peu. Ou bien ceci. On trouve un compromis. Les ministres ne font que constater. Mais ici, les ministres commencent par s'arranger. Non, ils règlent la question et puis c'est la police qui va imposer. Voilà. Vous voyez un peu, oui. Non, vous êtes en train c'est vraiment un problème réel de gestion de notre État et dans l'intelligence stratégique, parce que nous voulons que le monde de demain, nous puissions le construire à partir d'aujourd'hui. Ouais. Et vous constatez effectivement que la circulation de l'information, la prise de décision dans l'État doit quand même changer. Il faut changer de paradigme. Oui. Et nous les changerons en mettant l'intelligence au service de la stratégie. Hein? Parce que si nous continuons à faire comme nous faisons, nous serons toujours en train de suivre les événements et essayer de les cadrer. Dans ce cadre-là, je sais que vous ne voulez pas vraiment parler des personnes, et ce qui n'est même pas mon objectif. Mais dans ce cadre-là, les institutions de la République aujourd'hui, elles semblent aussi échapper à cette logique de l'intelligence au service de la stratégie, nos institutions. Bon, c'est vrai qu'il y a un vrai souci. Il y a un vrai souci parce que nous avons été, vous avez rappelé tous ces processus, 90, on est arrivé à la constitution de 2006. Avons-nous vraiment réglé les problèmes qui sont les nôtres depuis cette constitution-là? On a vu en 2006, il y a eu élection, il y a eu contestation. En 2011, la même chose. 2018, est-ce que nous avons résolu les problèmes qui étaient posés? C'est une question. Alors, c'est vrai, nous sommes un grand pays. Le Congo, ce n'est pas un petit pays qui peut se gérer un peu comme ça là, mais nous devons capitaliser, apprendre de nos échecs, de toutes les erreurs du passé pour essayer de nous projeter. Et c'est ça l'intelligence. Parce que refaire la même chose, les mêmes bêtises et espérer d'autres résultats, je crois que ce n'est pas intelligent. Une autre question, maître Richard Kititi, c'est que
Les politiques ont des positions. C'est normal parce que ce sont des politiques. Donc, ont des positions sur des questions précises. Je constate qu'il est difficile de faire un débat dans le pays ici, un vrai débat, ça signifie d'examiner la question sous examen, sans pour autant faire intervenir nos positions intérieures, les positions d'intérêt. Ça signifie, par exemple, quelqu'un qui est au pouvoir, quelqu'un qui est dans l'opposition. Bon, quand il s'agit d'un débat de société, il est pratiquement impossible de le faire parce que les prises de position sont des prises de position de suspicion. Non, il fait ça à cause de sa posture. Non, il refuse ça à cause de leur posture. Le débat est bloqué dans le pays. On ne peut pas faire un débat objectif. Pourquoi? Bon, c'est justement ça. C'est vraiment dommage qu'on en soit arrivé là. En 90, le maréchal Mobutu proposait une ouverture, une démocratie avec trois partis. Oui. On a dit non, on veut intégral et tout. Parce que c'était Mobutu qui proposait. Donc, comme on ne voulait pas de dictateur, on ne pensait pas qu'il pouvait proposer quelque chose de bien. Alors, aujourd'hui, nous en sommes là. Nous n'allons pas refaire le monde. C'est-à-dire, il faut être suffisamment intelligent. Vous allez continuer, mais la vérité, c'est que le multipartisme intégral a échoué. Bon, disons, ça montrait la hideuse forme de cette démocrature-là, je ne sais pas moi, 1000 partis. Aujourd'hui, franchement, si c'était à refaire, je pense qu'il fallait opter pour autre chose. Parce que nous devons aujourd'hui mettre en avant-plan l'intérêt supérieur de ce pays, qui fera demain, qu'on soit du pouvoir ou de l'opposition, il y a certaines choses sur lesquelles personne ne doit revenir, ou on ne doit pas toucher à ces choses-là. Et ces choses-là, une intelligence stratégique permet de les définir. Et si nous arrivons à nous mettre d'accord sur ces choses-là, je crois que les points de vue des uns et des autres, selon leur parti politique, pourront venir en second lieu derrière l'intérêt supérieur du pays. Pensez-vous que les Congolais sont capables de ça? Aujourd'hui, la classe politique que vous la voyez, est-elle capable de se transcender de manière à définir un objet de consensus général, un objet qui devra être mis au cœur de la République en disant ces choses-là, on ne les touche pas, c'est notre plan de développement pour le pays. Pensez-vous que nous avons suffisamment de ressources morales, politiques et philosophiques pour construire une telle réalité? Personnellement, je n'ai jamais désespéré de l'homme en général et encore moins de l'homme congolais. Je me dis, c'est vrai que j'ai un ami avec qui me dit toujours ce pays-là, il faut oublier, il n'y a plus rien à faire, il faut aller investir en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Mon ami de qui je parle, il sait, il se reconnaîtra. Mais je lui ai toujours dit, non, ce pays, je connais des gens qui se battent pour arriver dans ce pays et rester dans ce pays, alors que notre jeunesse est en train de quitter le pays. C'est justement à l'élite de ce pays de changer de paradigme afin de retenir notre jeunesse ici. Et il y a un travail à faire, un vrai travail à faire. Et ce travail-là passe par mettre l'intelligence au devant de la scène. Si on se met d'accord, aucune décision ne peut être prise comme ça à la légère. Mais regardez un peu, on prend le pays, on entre dans telle organisation internationale, dans telle autre organisation. Y a-t-il eu un débat en amont pour dire qu'il serait judicieux pour le pays d'être dans telle organisation plutôt que dans telle autre? Aujourd'hui, nous sommes même dans des organisations contradictoires, des organisations internationales. Vous vous rendez compte, le Congo est membre de telle organisation, de telle autre organisation, mais dont le but, c'est télescope quelque part. Donc, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu un débat en amont
Mais un peu comme l'effet du prince, c'était à la mode, on a conseillé là-bas, on s'est laissé influencer à gauche et à droite, et puis on est entré. Et à la fin, on découvre que le pays n'aurait pas dû être là. En tout cas, nous arrivons à la fin de cette émission, ce qui était un peu une émission d'accueil, parce que Maître Richard, vous êtes rentré au pays depuis quelques années, mais je n'ai pas eu l'occasion de vous recevoir sur ce plateau, et surtout, je sais que du temps de notre jeunesse, vous avez été, vous venez de le démontrer, un grand tribun, quelqu'un qui aimait beaucoup, un vrai patriote. Alors, évidemment, on veut poser la question, vous êtes venu, vous êtes un avocat, vous avez... Mais pourquoi vous n'êtes pas demandé dans un parti? Pourquoi vous ne faites pas la politique? C'est facile de critiquer la classe politique, mais vous-même, pourquoi vous n'êtes pas engagé? Non, mais vous savez, l'espace politique est ce qu'il est aujourd'hui. Depuis que je suis là, j'observe plus. Et je ne reste pas les bras croisés. Nous essayons de réfléchir avec des amis. Nous réfléchissons à lancer d'autres concepts. Par exemple, je vous en parlais. Nous avons lancé un concept des Congolais. Hein, donc, où, au centre, il y a les Congos. Nous avons un concept du Congo que nous avons au Congo que nous voulons. Donc, cap objectif 2060. Et nous réfléchissons là, c'est pour essayer de créer, de développer une intelligence stratégique qui n'est pas à mettre dans un tiroir, mais qui sera mise à la disposition de tout le monde pour faire avancer les choses. En tout cas, c'est très généreux de votre part parce que nous nous projetons vers 2060. Si Dieu nous prête vie, nous serons alors vraiment des vieux parce que la plupart d'entre nous n'arriveront pas en 2060. C'est normal parce que chacun de nous est appelé à disparaître à un moment donné pour laisser la place aux jeunes. Mais pensez à quelque chose dont vous ne serez pas vous-même bénéficiaire, c'est la marque des grandeurs. C'est cela qui fait la différence entre un homme réel des autres là qui sont des prédateurs. Parce que les prédateurs, ils prennent pour aujourd'hui. Et ils s'en foutent ce qui est dans la forêt. Mais quand quelqu'un dit, je voudrais qu'en 2060, chaque Congolais, chaque enfant congolais puisse accéder à l'eau, au courant, à l'électricité, à l'Internet, aux soins de santé, et que l'éducation, et que la formation des jeunes soit quelque chose de possible. Je commence à le faire aujourd'hui, en sachant que, avec l'âge que nous avons, peut-être qu'on n'y arrivera pas. À ce moment-là, vous avez fait œuvre de grandeur, vous êtes un vrai patriote. Combien d'entre nous, et la question, je ne vous la pose pas, mais je nous la pose à nous tous, combien d'entre nous sommes-nous engagés aujourd'hui dans des projets dont les fruits viendront dans 100 ans? Combien d'entre nous sont engagés dans ce genre d'aventure où vous savez que vous ne serez pas là quand ces choses se matérialiseront? C'est cela aussi la force des nations. Vraiment, vous avez tout dit, c'est ça la conclusion. Donc nous nous projetons, ce n'est pas vraiment pour nos petites personnes, mais nous voyons le Congo d'abord. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Je remercie Maître Richard Etiti en votre nom à tous. Et d'ailleurs, les paroles de Lumumba sont encore retentissantes. Un jour viendra où, et quand il le dit, il est presque en train de mourir. La lettre, elle est claire. Peut-être quand mes enfants liront cette lettre, je ne serai pas en vie. Mais je leur dis que le Congo a besoin d'eux. Donc, essayons de dépasser nos petites personnes. Je vous félicite pour ça. Merci. Et il a dit une chose. Oui. L'avenir de ce pays est... Et rose, merveilleux. Voilà, merveilleux. Voilà, merveilleux. Donc, il n'a pas douté, malgré que lui-même est en train de mourir. Voilà. Maître Richard Etiti, merci beaucoup d'être là. Géopolis, en tout cas, va garder son plateau ouvert à toutes vos idées. Et nous pensons que l'intelligence stratégique dont nous sommes en train de demander l'apologie, nous allons faire l'apologie de cette intelligence. Venez, nombreux, ceux qui estiment qu'ils peuvent mettre leur intelligence au service des stratégies mises en place. Ne restez pas dans vos maisons. Le savoir est fait pour être utilisé.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que je te mets un point final à la chaîne critique. Vous voyez, à force de vouloir, il m'a convaincu tellement que je suis devenu pratiquement en train de parler. Au lieu de poser des questions, je commence à parler à sa place. Au revoir et à la prochaine. Au revoir, merci beaucoup.